Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, et lors de mon dernier anniversaire, mon père m'a tendu une enveloppe qui allait briser tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Il se tenait sur le pas de ma porte, c'était la première fois qu'il venait dans mon appartement en 3 ans, et il a prononcé des mots que j'emporterai dans ma tombe. Ta grand-mère a laissé ça pour toi, elle est morte en étant convaincue que tu ne serais jamais rien. Mais à l'intérieur de cette enveloppe se trouvait une lettre, et la première ligne disait, si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à tes parents, je savais que tu le ferais. Ce que j'ai découvert ensuite, une clé, un secret et des documents cachés pendant 5 ans, a changé tout ce que je pensais savoir sur ma grand-mère, mon père et l'héritage qu'on m'avait dit ne pas mériter. La chambre funéraire sentait le lys et l'argent. Ma grand-mère, Éléonore de Marceau, reposait dans un cercueil en chêne massif qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Des fleurs blanches l'entouraient comme si elle dormait dans un jardin, et quelque part derrière les personnes en deuil, un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et d'insignifiant. Mon père, Bertrand de Marceau, se tenait au centre de la pièce, non pas pour pleurer, mais pour recevoir. Il serrait la main de ses partenaires d'affaires, acceptait les condoléances avec une solennité travaillée, sa Rolex accrochant la lumière du lustre chaque fois qu'il tendait le bras pour toucher l'épaule de quelqu'un. « Merci d'être venu, maman aurait apprécié, » disait-il. Je regardais depuis le coin de la pièce, invisible. Ma belle-mère, Valérie, déambulait dans la foule dans une robe Chanel noire, jouant le rôle de la belle-fille parfaite. Elle guidait mon demi-frère Arthur, alors âgé de 19 ans, revenu de sa première année dans une grande école de commerce à Paris, pour qu'il se tienne aux côtés de notre père. « Voici Arthur », disait-elle à tous ceux qui l'écoutaient, le petit-fils adoré d'Éléonore, elle l'aimait tant. Personne ne m'a présenté. J'avais 25 ans à l'époque, j'étais déjà professeur des écoles dans une zone d'éducation prioritaire, j'étais déjà la déception de la famille, la fille qui avait choisi un métier plutôt qu'une carrière. Mais voici ce à quoi je ne cessais de penser, debout, seul près des compositions florales. Ma grand-mère m'appelait autrefois sa petite étoile. Elle m'avait appris à lire avant même la maternelle. Elle m'avait laissé vivre avec elle pendant 2 ans après la mort de ma mère, et ce furent les années les plus heureuses de mon enfance. Elle m'écrivait des lettres, de vraies lettres manuscrites, même après que je sois devenue adulte. Elle avait toujours du papier à lettres dans le tiroir de son bureau, un papier de couleur crème avec ses initiales gravées en haut. Je ne savais pas alors que ces lettres auraient de l'importance, qu'elle préparait quelque chose depuis des années. Je savais seulement qu'elle n'était plus là, et personne dans ma famille ne semblait remarquer que moi aussi, je souffrais. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre d'où je viens. Ma mère, Hélène, est morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. Je me souviens de la chambre d'hôpital, du bip des machines, de sa main devenant froide dans la mienne. Je me souviens de mon père debout près de la fenêtre, regardant le vide, comme s'il était déjà parti. Il ne savait pas comment être un parent célibataire, ou peut-être qu'il ne voulait pas savoir. 2 semaines après les funérailles, il m'a conduite chez ma grand-mère en Normandie, une magnifique vieille demeure avec un porche et un jardin rempli de roses, et il a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer. Ce temps a duré 2 ans. Ces 2 années avec grand-mère Éléonore ont été merveilleuses. Elle me préparait des crêpes en forme d'étoile. Elle me lisait des classiques à haute voix en faisant toutes les voix. Elle me racontait des histoires sur ma mère quand elle était petite, des histoires que mon père ne partageait jamais parce que parler de maman le mettait mal à l'aise. Ta mère était courageuse, me disait grand-mère un jour en me bordant dans la chambre qui avait été celle de ma mère, et tu es courageuse aussi, Clémence, ne laisse personne te dire le contraire. Quand j'avais 14 ans, mon père s'est remarié. Valérie était élégante, sophistiquée et avait 10 ans de moins que lui. Elle voulait que je revienne à la maison, disait-elle, elle voulait que nous soyons une vraie famille. Alors, je suis retournée dans la nouvelle maison de mon père, une grande villa en banlieue chic. Ma chambre était la plus petite, nichée près du garage, loin de la suite parentale. 1 an plus tard, Arthur est né. Et juste comme ça, je suis devenue invisible. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais ces 2 années avec ma grand-mère n'étaient pas seulement des souvenirs heureux. Elle planifiait déjà quelque chose, elle s'inquiétait déjà de ce que son fils pourrait devenir.
Au moment où j'ai obtenu mon diplôme pour devenir enseignante, mon père avait cessé de prétendre s'intéresser à ma vie. Il n'est pas venu à ma remise de diplôme, réunion de clients, avait-il dit, tu comprends. Je comprenais parfaitement. Arthur, quant à lui, a eu droit à une fête quand il a été accepté à HEC Paris. 50 invités, un traiteur de luxe. Mon père a porté un toast sur l'avenir du nom de Marceau. J'étais assise à la table du fond, sirotant un verre de vin qui coûtait plus cher que mon budget alimentaire hebdomadaire, et je regardais ma famille célébrer le fils qui comptait. À chaque fête, à chaque réunion de famille, c'était le même schéma. Mon père me coinçait à un moment donné et demandait, toujours dans ton école primaire. Oui papa. C'est quoi le salaire pour ça de nos jours, dans les 2000 €? Il riait. Pas cruellement, juste avec mépris, comme si j'avais raconté une blague moyennement amusante. Je donne ça à Arthur pour son argent de poche. Il n'exagérait pas, Arthur conduisait une Mercedes que notre père lui avait achetée. Moi, je conduisais une vieille Renault Clio d'occasion achetée avec mes propres économies. Les filles, a dit mon père un jour à un partenaire d'affaires lors d'un dîner de Noël, assez fort pour que j'entende, elles ne comprennent pas l'ambition. C'est biologique. Les femmes voient petit. Les sentiments familiaux, ce genre de choses. Rien de mal à cela, n'attends juste pas d'elle qu'elle bâtisse quoi que ce soit. Valérie hochait la tête en signe d'accord, me tapotant la main avec sympathie. Clémence est dévouée, disait-elle comme si c'était un prix de consolation, c'est son don. Mon don. Apprendre aux enfants à lire, rester tard pour aider les élèves en difficulté, gagner modestement ma vie pendant que mon père achetait des bateaux. Je ne discutais jamais, je ne me défendais jamais. J'avais appris tôt que discuter avec Bertrand de Marceau ne faisait qu'empirer les choses. Alors, je restais silencieuse. Je restais effacée. Et j'ai cru pendant très longtemps que ma grand-mère avait été déçue par moi elle aussi. 2 semaines après les funérailles, nous nous sommes réunis pour la lecture du testament de ma grand-mère. Le cabinet d'avocat était en centre-ville, tout en bois sombre et fauteuil de cuir. Mon père siégeait en bout de table comme s'il possédait les lieux. Valérie était à sa droite, Arthur à sa gauche. J'étais assise à l'autre bout, près de la porte. L'avocat, quelqu'un que je ne connaissais pas, un homme plus jeune qui lançait des regards nerveux à mon père, s'est raclé la gorge et a commencé la lecture. Je ne me souviens pas de la majeure partie, langage juridique, description de propriété, don de charité. Ce dont je me souviens, c'est ceci. À mon fils, Bertrand de Marceau, je laisse 90% de mon patrimoine pour être géré et distribué entre les membres de la famille à sa discrétion. Mon père a hoché la tête sans surprise. À ma petite fille, Clémence de Marceau, je laisse la somme de 10 000 € à utiliser pour l'achat d'un véhicule fiable. 10 000 €, de quoi acheter une voiture d'occasion. C'était tout. Valérie s'est penchée et m'a serré la main. C'est gentil, a-t-elle chuchoté, elle voulait que tu sois en sécurité sur la route. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Arthur ne m'a même pas regardé. Il interrogeait déjà notre père sur les stratégies d'investissement pour sa part. Et mon père souriait. Pas un sourire joyeux, un sourire satisfait. Maman a toujours su ce que les gens méritaient, a-t-il dit. J'ai signé là où on m'a dit de signer. J'ai serré la main de l'avocat. Je suis sortie de ce bureau en croyant que ma grand-mère, la femme qui m'appelait sa petite étoile, avait regardé ma vie et l'avait trouvée insuffisante. Mais quelque chose me tracassait. L'avocat. Il avait hésité avant de lire certaines sections. Ses yeux avaient vacillé vers mon père, puis s'étaient détournés. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. J'aurais dû. 5 ans ont passé. J'ai continué à enseigner. J'ai emménagé dans un studio, 30 mètres carrés d'indépendance que je pouvais enfin me payer. J'ai arrêté d'aller à la plupart des réunions de famille. Personne ne semblait le remarquer. Puis vint mon 30e anniversaire. Je m'étais acheté un petit gâteau à la pâtisserie du coin, chocolat framboise, mon préféré. J'étais assise seule à ma petite table de cuisine, une seule bougie allumée quand on a sonné à la porte. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, mon père était là.
C'était la première fois qu'il venait en 3 ans. Il portait un manteau en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mon loyer, et il tenait une enveloppe jaunie. J'ai trouvé ça dans les affaires de maman, a-t-il dit sans même dire bonjour, ça a dû se mélanger à de vieux papiers, j'ai pensé que tu le voudrais. Il me l'a tendu. Je l'ai prise. Ne te fais pas d'illusions, a-t-il ajouté en se détournant déjà pour partir, elle a écrit ça avant de mourir, probablement des bêtises sentimentales. Il s'est arrêté en haut de mes escaliers. Elle est morte en croyant que tu ne serais jamais rien, tu sais. Elle me l'a dit elle-même. Elle disait qu'elle s'inquiétait pour toi. Puis il est parti. Je suis restée sur le pas de ma porte, tenant l'enveloppe. Mon gâteau d'anniversaire fondait derrière moi. Le papier était vieux, légèrement cassant. L'écriture de ma grand-mère sur le devant disait pour Clémence, à remettre le jour de ses 30 ans. Mon père ne l'avait pas ouverte. Le seau était encore intact. Ce seau à la cire à l'ancienne que ma grand-mère utilisait avec ses initiales pressées dedans. Lentement, je suis retournée à l'intérieur, je me suis assise à ma table et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée autour d'une petite clé en laiton. La lettre commençait ainsi. Ma très chère Clémence, si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à tes parents. Je savais que tu le ferais. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le papier. J'ai relu les mots. Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à tes parents. Pas ton père. Les parents, au pluriel. Comme si ma grand-mère savait exactement dans quel genre de foyer j'avais grandi. J'ai continué à lire. Ma douce enfant, j'ai besoin que tu gagnes en compréhension. Je n'ai jamais, pas un seul jour, cru que tu étais autre chose qu'extraordinaire. Si ton père t'a dit le contraire, il mentait. Il ment sur beaucoup de choses. C'est une habitude qu'il a apprise de son père et que je n'ai pas réussi à briser. Des larmes coulaient sur mon visage. 5 ans à croire qu'elle m'avait abandonné. 5 ans à porter cette honte. La clé ci-jointe ouvre un coffre-fort à la banque BNP de l'agence centrale. Coffre numéro 1247. Je t'ai désigné comme la seule personne autorisée. Pas ton père, pas sa femme, pas son fils, seulement toi. À l'intérieur de ce coffre, tu trouveras tout ce qu'ils ont essayé de te cacher. Des documents, des preuves, ton héritage, le vrai, pas les miettes que Bertrand voulait que tu aies. J'ai posé la lettre, je l'ai reprise. J'ai relu ce paragraphe 3 fois de plus. Ton héritage, le vrai. Je n'ai pas laissé ces choses chez mon avocat habituel, continuait la lettre, Bertrand les aurait trouvées. Je les ai laissées là où toi seul pourrais les atteindre quand tu serais assez grande pour savoir quoi faire. Il y a aussi une carte dans le coffre pour maître Marguerite. C'est une vieille amie et elle sait tout. Appelle-la si tu as besoin d'aide. Souviens-toi, mon étoile, tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait croire. Tu ne l'as jamais été. Tout mon amour, toujours, grand-mère Éléonore. La clé était froide dans ma paume, en laiton avec le numéro 1247 gravé dessus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis déclarée malade au travail pour la première fois en 3 ans, et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. La banque était un de ces vieux bâtiments en pierre qui semblaient garder les secrets des gens depuis des siècles. Sol en marbre, ferrure en laiton, le genre d'atmosphère feutrée où tout le monde parle à voix basse. Je me suis approchée du guichet avec mon permis de conduire et la clé. Je dois accéder au coffre-fort 1247. L'employé, jeune et professionnel, a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis s'est arrêté, a tapé à nouveau. Ses sourcils se sont levés. Un instant s'il vous plaît madame, je dois appeler mon directeur. 10 minutes plus tard, j'étais assise en face de Monsieur Lebrun, le directeur de l'agence. Il avait la quarantaine, les tempes grisonnantes et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fine. Mademoiselle de Marceau, a-t-il dit en étudiant son écran, ce coffre a été ouvert par Éléonore de Marceau en 2019, et vous avez été ajoutée comme seule personne autorisée à l'époque. Personne d'autre, a-t-il souligné soigneusement, n'a la permission de l'ouvrir. Plusieurs demandes ont été faites au fil des ans, mais nous avons suivi les instructions de Madame de Marceau à la lettre. Des demandes, ai-je demandé, de qui? Il a hésité.
Je ne suis pas autorisée à le dire, mais votre grand-mère a été très précise. Elle me l'a dit personnellement. Si quelqu'un d'autre demande, y compris mon fils, dites-leur qu'il n'y a rien ici. Et c'est ce que j'ai fait. Il s'est penché légèrement en avant. Elle m'a aussi dit autre chose, mademoiselle de Marceau. Elle a dit, quand ma petite fille viendra, et elle viendra, dites-lui que je n'ai jamais cessé de croire en elle, pas un seul jour. Je ne pouvais plus parler. Ma gorge s'était complètement serrée. Monsieur Lebrun s'est levé. Laissez-moi vous conduire à la salle des coffres. Il m'a mené à travers une lourde porte en acier, dans un couloir bordé de centaines de petites boîtes métalliques, jusqu'au numéro 1247. Prenez tout le temps qu'il vous faudra, a-t-il dit en me laissant seule. Le coffre était plus grand que ce à quoi je m'attendais. À l'intérieur se trouvait une épaisse chemise cartonnée, une enveloppe plus petite et un porte-documents en cuir portant le nom d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. J'ai commencé par la chemise. Le premier document m'a obligé à m'asseoir brusquement sur le petit banc de la salle des coffres. Dernière volonté et testament de Éléonore Grèce de Marceau, exécuté le 15 mars 2019. 2019, 2 ans avant sa mort, après le testament que j'avais entendu lire dans le bureau de cet avocat. J'ai parcouru les pages, le jargon juridique dansant devant mes yeux, jusqu'à ce que je trouve les paragraphes clés. À ma petite fille, Clémence Éléonore de Marceau, je lègue ce qui suit. Mon fonds fiduciaire pour l'éducation, actuellement évalué à environ 1,8 million d'euros pour être utilisé pour sa sécurité et son épanouissement personnel. Et ma propriété située en Normandie, actuellement évaluée à environ 1 million d'euros, qu'elle pourra habiter, vendre ou gérer à sa seule discrétion. 2,8 millions d'euros. La propriété en Normandie, la maison où j'avais passé les 2 années les plus heureuses de mon enfance. J'ai continué à lire. À mon fils, Bertrand de Marceau, je laisse la somme de 50 000 euros et mon sincère espoir qu'il comprenne un jour que la famille n'est pas une entreprise à gérer, mais un jardin à cultiver. 50 000, pas 90%. 50 000 euros. Le testament était signé, certifié et notarié. Officiel, légal, réel. Il y avait plus dans la chemise. Des relevés bancaires montrant le solde du fonds fiduciaire, l'acte de propriété de la maison en Normandie, toujours au nom de ma grand-mère, jamais vendu contrairement à ce que mon père prétendait, et des relevés de transfert montrant que quelqu'un avait retiré de l'argent du fonds. Des centaines de milliers d'euros, commençant exactement quand Arthur s'est inscrit à son école de commerce. J'ai étalé les relevés bancaires sur le banc comme les preuves d'une scène de crime. Le schéma était indéniable. Septembre 2022, 85 000 euros retirés. Première année d'Arthur. Septembre 2023, 82 000 euros retirés. Deuxième année. Mai 2024, 150 000 euros retirés, notés comme investissement professionnel, de Marceau Immobilier. Total 317 000 euros pris sur mon fonds fiduciaire. L'argent que ma grand-mère avait laissé spécifiquement pour moi. Et cela ne comptait pas la maison normande, dont mon père avait dit à tout le monde qu'elle avait été vendue pour couvrir les droits de succession. L'acte dans mes mains disait le contraire. La propriété était toujours là, toujours au nom d'Éléonore de Marceau. Toujours à moi. Je suis restée dans cette salle des coffres pendant presque 1 heure, lisant et relisant. Mes mains avaient cessé de trembler. Quelque chose d'autre avait remplacé le choc. Quelque chose de froid et de clair. Le diplôme prestigieux d'Arthur, ses événements de réseautage, sa trajectoire de futur PDG, tout cela avait été payé avec mon héritage. L'expansion de l'entreprise immobilière de mon père, financée par l'argent qui était censé assurer ma sécurité. Et il l'avait fait tout en me disant que ma grand-mère était déçue par moi, tout en me faisant croire que je ne méritais rien. Au fond de la chemise, j'ai trouvé une note manuscrite de ma grand-mère. Clémence, je sais ce que tu ressens en ce moment. Trahie, furieuse, peut-être même brisée. Mais tu n'es pas brisée, mon étoile. Tu ne l'as jamais été. Je ne t'ai pas laissé sans défense. Lis tout. Appelle Marguerite. Et souviens-toi, la vérité finit toujours par trouver la lumière, parfois elle a juste besoin d'un petit coup de pouce.
J'ai tout rangé dans la chemise, je l'ai glissé sous mon bras et je suis sortie de cette salle des coffres. La Clémence qui y était entrée était une femme qui croyait avoir été oubliée. La Clémence qui en est sortie savait qu'elle avait été volée et elle allait tout récupérer. Maître Marguerite a répondu à la deuxième sonnerie. Mademoiselle de Marceau, a-t-elle dit, ce n'était pas une question. C'était comme si elle attendait cet appel depuis des années. Votre grand-mère m'avait dit que vous finiriez par me contacter, je ne savais juste pas quand. Le bureau de Marguerite était dans un immeuble élégant sur une avenue bordée d'arbres, le genre d'endroit qui respirait la vieille fortune et la discrétion. Elle m'a accueillie elle-même, une femme aux cheveux argentés d'environ 70 ans avec des yeux vifs et une poignée de main ferme. J'étais l'avocate d'Éléonore pour sa planification patrimoniale, a-t-elle expliqué en me menant vers un petit salon où le thé m'attendait déjà. Pas l'avocate de la famille. Bertrand contrôlait cette relation. J'étais d'abord son amie, son conseil juridique ensuite. Elle a versé le thé d'une main sûre. J'ai été témoin du testament de 2019. Je l'ai notarié. J'ai des copies de tout ce que vous avez trouvé dans ce coffre, plus les confirmations par courriel du notaire et des deux témoins. Elle a croisé mon regard. Votre père a soumis le testament de 2015 au tribunal, celui qui est antérieur à la version de 2019. En termes juridiques, cela s'appelle une fraude. Le mot est resté suspendu dans l'air. Fraude. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Marguerite a posé sa tasse. Option 1, nous allons voir les autorités et portons plainte. Votre père pourrait faire face à des accusations criminelles pour fraude testamentaire et potentiellement vol. Il y aurait une enquête, un procès, une couverture médiatique. Elle a marqué une pause. Option 2, nous le confrontons directement avec les preuves et négocions un accord, le transfert complet du fonds fiduciaire et de la propriété, plus la restitution de ce qui a été pris. En échange, nous ne poursuivons pas au pénal. Est-ce qu'il accepterait ça? Le sourire de Marguerite était mince. Bertrand de Marceau accepterait presque n'importe quoi pour éviter l'humiliation publique. La question est, Clémence, elle s'est penchée en avant, voulez-vous que cela soit réglé discrètement, ou voulez-vous qu'il fasse face aux conséquences là où ça fait le plus mal? J'y ai réfléchi longtemps. Une partie de moi voulait voir mon père emmené par la police. Je voulais que le monde voie qui il était vraiment. Je voulais qu'Arthur comprenne que son diplôme brillant avait été payé par l'héritage volé de sa sœur. Mais une autre partie de moi, celle façonnée par les lettres de ma grand-mère, sa patience, sa force tranquille, voulait quelque chose de différent. Je ne veux pas le détruire, ai-je fini par dire. Je veux juste ce qui est à moi, et je veux qu'il l'admette vraiment, devant les gens qui comptent pour lui. Marguerite a hoché la tête lentement. Une reconnaissance publique sans poursuite publique. Difficile à organiser. Et s'il y avait déjà un événement public, ai-je dit, quelque chose où sa réputation est en jeu, où les bonnes personnes regardent. C'est là que je me suis souvenu de l'invitation. Elle était arrivée la semaine précédente. Gravure dorée sur papier crème. Vous êtes cordialement invité à célébrer le 65e anniversaire de Bertrand de Marceau. La fête avait lieu dans 3 semaines au club de golf où mon père jouait avec des juges et des hommes d'affaires. 80 invités, l'événement mondain de la saison pour son cercle. Valérie avait appelé après pour me rappeler de m'habiller convenablement. Ne nous fais pas honte, Clémence, tu sais comment sont les amis de ton père. J'ai parlé de la fête à Marguerite. Ses yeux se sont éclairés d'une lueur qui aurait pu être de l'admiration ou de l'anticipation. Alors, a-t-elle dit, vous voulez offrir à votre père un cadeau d'anniversaire qu'il n'oubliera jamais. Je veux lui donner exactement ce qu'il mérite devant les gens dont l'opinion compte réellement pour lui. Marguerite a consulté son calendrier. 3 semaines, a-t-elle dit, nous avons du travail. L'invitation trônait sur mon comptoir comme un défi, célébration des 65 ans de Bertrand de Marceau. Valérie a appelé 3 jours avant l'événement. Clémence, sa voix dégoulinait d'une fausse chaleur, je vérifie juste que tu as reçu l'invitation. Je l'ai reçue. Merveilleux. Maintenant, à propos de ta tenue. Les collègues de ton père seront là. Les Henderson, les Clark, le juge Morin. Ces gens remarquent tout.
Je comprends. Porte quelque chose d'approprié, quelque chose qui te va bien. Une pause. Et Clémence, ne reste pas dans un coin comme tu l'as fait aux funérailles de ta grand-mère. Ça fait bizarre. Mélange-toi aux invités. Souris. Agis comme si tu faisais partie de la famille. J'ai compté jusqu'à 3 avant de répondre. Je ferai de mon mieux pour bien représenter la famille, Valérie. C'est tout ce que nous demandons, a-t-elle conclu avant de raccrocher. J'ai regardé la robe que j'avais déjà choisie, suspendue dans mon armoire. Bleu marine, simple mais élégante. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère pour l'accompagner, le seul bijou qu'elle m'avait laissé directement, placé dans le coffre-fort plutôt que listé dans un testament. Et dans mon sac, une chemise, des copies certifiées de chaque document que j'avais trouvé, le testament de 2019, les relevés bancaires, l'acte de propriété, la confirmation du notaire. Marguerite serait là aussi. Pas comme mon invité, mais comme quelqu'un qui avait tant de bons souvenirs d'Éléonore et qui avait entendu parler de la célébration par des amis communs. Parfaitement innocent. Mon père voulait une fête d'anniversaire, il allait en avoir une. Et pour la première fois en 30 ans, j'allais prendre la parole lors d'une réunion de famille. La différence était que cette fois, j'avais les preuves. Je dois m'arrêter un instant ici parce que c'est le moment où tout a changé, où j'ai cessé d'être la fille qui acceptait les miettes que ma famille me jetait pour devenir quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà été à un tel carrefour, sachant que quoi que vous choisissiez, il n'y aura pas de retour en arrière? Si vous êtes encore avec moi, si cette histoire résonne avec quelque chose dans votre propre vie, j'aimerais que vous cliquiez sur le bouton j'aime. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Maintenant, laissez-moi vous parler de la semaine précédant la fête. Une semaine avant la fête, mon père m'a convoqué. C'est le seul mot pour cela. Convoqué. Un SMS qui disait « Viens à la maison, 19h, réunion de famille ». J'ai conduit jusqu'à la maison où j'avais grandi, cette villa qui n'avait jamais été un foyer. Valérie m'a ouvert la porte et m'a conduite au bureau de mon père sans un mot. Il m'attendait derrière son bureau en acajou, son fauteuil en cuir trônant derrière lui. Arthur était assis sur une chaise latérale, l'air mal à l'aise. Valérie s'est positionnée près de la fenêtre, observant. « Assieds-toi » a dit mon père. Je me suis assise. J'ai entendu quelque chose de dérangeant, sa voix était glaciale. Quelqu'un à la banque a mentionné que tu étais venu poser des questions sur les affaires de ta grand-mère, sur des coffres-forts. J'ai gardé un visage neutre. J'étais curieuse. Curieuse, il s'est penché en avant. Laisse-moi être claire, Clémence. Quoi que tu penses savoir, quoi que tu penses avoir trouvé, tu te trompes. La succession de maman a été réglée il y a 5 ans. Légalement, proprement. Fin de la discussion. Papa, a commencé Arthur. Silence. Les yeux de Bertrand n'ont jamais quitté les miens. Si tu commences à fouiller dans des affaires réglées, à porter des accusations, à causer des problèmes, il a souri mais il n'y avait aucune chaleur, les gens penseront que tu as perdu la tête. La petite fille en deuil, désespérée d'attirer l'attention. Les maladies mentales courent dans les familles, tu sais, ta mère a eu ses difficultés. J'ai ressenti ces mots comme une gifle. La dépression de ma mère utilisée comme une arme. Je détesterais, a continué mon père, que tes collègues dans cette petite école entendent dire que tu es devenu instable. Ce serait tellement dommage pour ta carrière. Je me suis levée lentement. Merci de ton inquiétude papa, on se voit à ta fête d'anniversaire. Je suis sortie sans regarder en arrière. Dans ma voiture, je me suis laissé trembler pendant exactement 1 minute. Puis j'ai conduit jusque chez moi, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Marguerite. Il a peur, ça veut dire que nous avons raison. Le lendemain matin, Valérie a appelé. Clémence, ma chérie, sa voix était mielleuse de fausse inquiétude, ton père a été dur hier soir. Il est juste protecteur envers la famille, tu comprends. Je comprends. Bien, parce que nous voulons tout ce qu'il y a de mieux. La mémoire de ta grand-mère, la réputation de la famille. C'est important de garder ces choses privées. Une pause. Tu viens à la fête, n'est-ce pas?
Ce serait si étrange si tu n'étais pas là. Les gens jaseraient. Je serai là. Parfait, elle semblait soulagée. Et Clémence, peut-être pourrions-nous déjeuner après, juste entre filles. J'ai l'impression que nous nous sommes éloignés. J'ai failli rire. Éloignés, comme si nous avions un jour été proches. Ça a l'air sympa Valérie. Merveilleux, à samedi. Elle a raccroché. Mission accomplie. La fille difficile avait été apaisée. La machine familiale pouvait continuer à rouler sans entrave. Ce que Valérie ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais enregistré chaque mot de cette réunion de famille. Mon téléphone était dans ma poche, l'enregistreur vocal tournait depuis le moment où j'étais entrée. 30 minutes où mon père menaçait ma carrière, invoquait la santé mentale de ma mère, admettant essentiellement qu'il y avait quelque chose à cacher. J'ai envoyé le fichier à Marguerite le soir même. Magnifique, a-t-elle répondu, pas recevable au tribunal sans consentement, mais une excellente assurance. S'il tente quoi que ce soit après samedi, nous avons des options. J'étais assise seule dans mon appartement, regardant la lettre de ma grand-mère une dernière fois. Tu n'es pas brisée, mon étoile, tu ne l'as jamais été. Je ne m'étais pas sentie comme une étoile depuis des décennies. Je m'étais sentie comme un fardeau, une déception, une pensée après coup. Mais peut-être que c'était ça le but. Peut-être que c'est ce qu'ils avaient besoin que je croie. Samedi était dans 3 jours et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à briller. La veille de la fête, j'ai failli faire marche arrière. J'étais assise à ma table de cuisine à 23 heures, la lettre de ma grand-mère devant moi, et tous les doutes que j'avais jamais eus sont revenus en force. Et si je me trompais? Et si les documents étaient d'une manière ou d'une autre invalides, obsolètes, remplacés, sans valeur juridique? Et si mon père avait raison et que je n'étais qu'une femme désespérée et délirante s'accrochant à des théories du complot pour expliquer pourquoi sa vie n'avait pas tourné comme elle le voulait? Et si ma grand-mère avait écrit cette lettre dans un moment de confusion et que le vrai testament, celui qui ne me laissait rien, était réellement ce qu'elle voulait? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marguerite. Il était 23h47. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix alerte. Clémence, qu'est-ce qui ne va pas? Et si je me trompais, les mots sont sortis d'un coup, et si tout cela était une erreur et que je m'humiliais devant 80 personnes et que mon père avait raison sur tout? Silence, puis, Clémence, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Éléonore m'a appelé 3 jours avant de mourir. Elle était en soins palliatifs. Elle savait que la fin était proche. Je ne pouvais plus respirer. Elle a dit, Marguerite, mon fils va essayer de tout prendre à Clémence, il le planifie depuis des années. Promets-moi que tu l'aideras quand le moment viendra. Et j'ai promis. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté plus tôt? Parce qu'Éléonore me l'a demandé. Elle a dit que vous aviez besoin de trouver votre propre force d'abord. Vous deviez être prête. La voix de Marguerite s'est adoucie. Vous êtes prête maintenant, Clémence? J'ai vu les documents. J'ai moi-même été témoin de ce testament. Vous n'êtes pas délirante. Vous n'avez pas tort. Votre grand-mère a cru en vous jusqu'à son dernier souffle. Je pleurais. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. Je vous vois demain, ai-je dit. Oui, a répondu Marguerite, vous me verrez. Le matin de l'anniversaire de mon père, je suis arrivée au bureau de Marguerite à 9 heures. Elle avait tout disposé sur sa table de conférence. Copie certifiée du testament de 2019, relevé bancaire, acte de propriété, attestation notariée des témoins, confirmation du notaire. Voici la stratégie, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes de lecture. Nous attendons le toast. Votre père fera un discours, il le fait toujours, et il mentionnera presque certainement votre grand-mère. Quand il aura fini, vous demanderez à dire quelques mots. Il ne me laissera pas faire. Il n'aura pas le choix. Pas devant le juge Morin et la moitié de son réseau d'affaires. Refuser de laisser sa propre fille parler à son anniversaire passerait pour de la mesquinerie. Elle a souri finement. Bertrand se soucie des apparences par-dessus tout. Utilisez cela. Nous avons répété ce que je dirais, comment je le dirais, quand présenter les documents.
Ne haussez pas la voix, m'a conseillé Marguerite. Ne pleurez pas. N'accusez pas, présentez. Laissez les papiers parler. Laissez les chiffres raconter l'histoire. À midi, elle m'a tendu un fin porte-document en cuir. Tout ce dont vous avez besoin est la clémence. Elle m'a serré l'épaule. Si Bertrand essaie de vous faire expulser, je serai là. La notaire sera là aussi, je l'ai invitée comme mon accompagnatrice. Les témoins du testament de votre grand-mère seront aussi présents. Vous n'êtes pas seul. Je l'ai regardé fixement. Comment avez-vous réussi ça? Votre grand-mère avait des amis, Clémence. De vrais amis. Des gens qui savaient de quoi Bertrand était capable et qui attendaient le jour où quelqu'un lui demanderait enfin des comptes. Ses yeux étaient déterminés. Éléonore a planifié cela. Tout cela. Elle avait juste besoin que vous soyez assez courageuse pour aller jusqu'au bout. J'ai glissé le porte-document dans mon sac. J'étais prête. Le club de golf ressemblait à une page de magazine. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables nappées de blanc. Un quatuor de jazz jouait doucement près du bar. À travers les grandes baies vitrées, le parcours de golf s'étendait vert et parfait dans la brume du soir. 80 invités déambulaient avec des coupes de champagne, leurs vêtements de créateurs et leur rire facile les désignant comme des gens qui n'avaient jamais eu à s'inquiéter d'une facture de leur vie. Mon père se tenait au centre de tout cela, acceptant les vœux d'anniversaire comme un roi recevant un hommage. Sa cravate était parfaitement nouée, son sourire parfaitement calibré. L'image même de l'homme qui a réussi par lui-même. Je l'ai entendu dire à un groupe d'admirateurs, aucune aide, aucun coup de main, juste du travail acharné et de la vision. J'ai trouvé une place au bord de la pièce. Marguerite était déjà arrivée, assise à une table avec deux femmes que je ne connaissais pas, les témoins du testament de ma grand-mère. J'ai réalisé que la notaire était là aussi, une petite femme d'environ 60 ans au visage calme et observateur. Arthur m'a aperçu et m'a fait un signe de la main distrait. Valérie s'est approchée, son tailleur Chanel impeccable, son bracelet Cartier étincelant. « Clémence, tu es venue. » Son ton suggérait qu'elle avait espéré le contraire. « Tu es jolie. » Merci Valérie. Ton père est sur le point de porter son toast, essaie d'avoir l'air de le soutenir. Elle s'est éloignée. J'ai regardé mon père prendre le micro au chef d'orchestre, tapotant 2 fois pour attirer l'attention. La salle s'est tue. 65 ans, a-t-il commencé, la voix chaleureuse et pleine de charme. 65 ans de construction, de croissance, et oui, quelques erreurs en chemin rire poli. Ma main a glissé vers le dossier dans mon sac. Laisse-le finir, avait dit Marguerite, laisse-le dire ce qu'il veut, le contraste n'en sera que plus frappant. Alors j'ai attendu. Mon père tenait la salle comme un chef d'orchestre tient son orchestre. Quand j'étais jeune, je n'avais rien, a-t-il continué, coupe de champagne levée. Mon père se tuait au travail juste pour mettre de la nourriture sur la table. J'ai appris tôt que si l'on veut quelque chose dans ce monde, il faut le prendre. Personne ne vous donne rien. Valérie hochait la tête avec admiration. Arthur rayonnait. Mais j'avais aussi ma mère, sa voix s'est adoucie, Éléonore de Marceau, la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle m'a appris la discipline. Elle m'a appris que la famille est tout, que notre héritage est ce que nous construisons et pour qui nous le construisons. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Maman nous a quittés il y a 5 ans, mais son esprit vit toujours dans cette famille, dans les valeurs qu'elle nous a inculquées, dans l'avenir qu'elle m'a aidé à créer. Il s'est tourné vers Arthur, et particulièrement en mon fils Arthur, la prochaine génération des de Marceau. Maman disait toujours qu'elle avait hâte de voir ce qu'il accomplirait. La salle a applaudi. Arthur a baissé la tête modestement. Son héritage, ses valeurs, son esprit. Mon père a levé son verre plus haut. Alors ce soir, je veux remercier tous ceux qui ont fait partie de ce voyage. Ma magnifique femme Valérie qui m'a soutenue envers et contre tout. Mon fils Arthur qui me rend fier chaque jour. Et une pause, un regard dans ma direction, ma fille Clémence qui a trouvé sa propre voie tranquille dans la vie. Plus d'applaudissements. Quelques personnes m'ont regardé avec des sourires vagues et compatissants. Voix tranquille.
Même dans son toast d'anniversaire, il ne pouvait pas s'empêcher de lancer une pique. À mes 65 ans, a-t-il conclu, et à l'héritage d'Éléonore de Marceau, porté par ceux qui l'ont vraiment comprise. Tout le monde a bu, je me suis levée. Papa, ai-je appelé? Ma voix était ferme, puis-je dire quelques mots sur grand-mère? 80 visages se sont tournés vers moi. Le sourire de mon père n'a pas fléchi, mais ses yeux sont devenus froids. Il ne pouvait pas refuser. Pas ici. Pas avec le juge Morin qui regardait, avec des partenaires d'affaires haussant des sourcils curieux, avec le cercle social de Valérie attendant de voir ce que la fille effacée avait à dire. Bien sûr Clémence, il a désigné le micro comme s'il me faisait une faveur, la famille doit toujours s'exprimer lors de ces occasions. J'ai marché vers le devant de la salle sur des jambes qui semblaient étonnamment solides. J'ai pris le micro. 80 visages m'observaient, curieux ou distraits. Mon père se tenait sur le côté, champagne à la main, déjà prêt à me couper si je prenais trop de temps. Merci papa, j'ai souri, et joyeux anniversaire. Applaudissements polis. Ma grand-mère, Éléonore de Marceau, était la personne la plus importante de ma vie. J'ai laissé ces mots peser dans l'air. Elle m'a élevée pendant 2 ans après la mort de ma mère. Elle m'a appris à lire, à cuisiner, à aimer les histoires. Elle m'appelait sa petite étoile. J'ai ouvert mon sac. Elle m'a aussi appris à tenir des registres soignés. Quelque chose a changé dans l'ambiance de la pièce. Le sourire de mon père a vacillé. Je suis récemment entrée en possession de documents que ma grand-mère a laissés spécifiquement pour moi. J'ai sorti le dossier, y compris ses dernières volontés et son testament, exécuté le 15 mars 2019. Notarié, attesté par témoin et juridiquement contraignant. Silence complet. Selon ce testament, je devais hériter d'environ 2,8 millions d'euros, d'un fonds fiduciaire et d'une propriété en Normandie. Pas des 10 000 euros que j'ai réellement reçus. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Mon père a fait un pas en avant. Clémence, ce n'est pas le moment. Le testament soumis au tribunal était daté de 2015, j'ai gardé ma voix calme et professionnelle, exactement comme Marguerite m'avait coaché. 4 ans de moins que celui-ci. Voudrais-tu expliquer cela papa, à toutes ces personnes qui savent ce que signifie une fraude documentaire? La salle a explosé en murmures. Le visage de Bertrand de Marceau est passé du contrôle à la pâleur en 3 secondes. Valérie serrait sa coupe de champagne si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Arthur, lui, avait l'air totalement perdu comme si quelqu'un avait changé de chaîne sur sa propre vie sans prévenir. Clémence, la voix de mon père était tendue, tu es visiblement bouleversée. Ce n'est pas l'endroit pour discuter d'affaires familiales. Je pense que c'est exactement l'endroit. J'ai sorti les relevés bancaires. Ceux-ci montrent que plus de 300 000 euros ont été retirés de mon fonds fiduciaire ces 3 dernières années. Le calendrier correspond exactement aux frais de scolarité d'Arthur. Nouveau murmure. Une femme que je ne connaissais pas a posé son champagne et a sorti son téléphone. Arthur s'est levé. C'est dingue, mes études ont été payées par la famille, par papa. Par mon héritage. J'ai gardé les yeux fixés sur mon père. L'héritage dont tu m'as dit que je ne le méritais pas. L'héritage dont tu as dit que grand-mère voulait que tu le gères parce qu'elle était déçue par moi. Elle était déçue, le calme de mon père s'est enfin brisé, elle était une vieille femme confuse à la fin. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Bertrand, une voix de femme, calme et autoritaire. Maître Marguerite s'est levée de sa table au fond. J'étais l'avocate d'Éléonore. J'ai été témoin de ce testament. Elle était en pleine possession de ses facultés. Voudriez-vous que je témoigne de cela sous serment? Toutes les têtes se tournaient entre Marguerite et Bertrand. Qui vous a invité? A hurlé mon père. Votre mère était mon amie depuis 50 ans. Marguerite s'est avancée lentement. Elle savait exactement ce que vous feriez et elle s'est assurée qu'il y aurait quelqu'un pour se souvenir de la vérité. J'ai brandi le testament. C'est un document certifié papa. La notaire qui l'a signé est dans cette salle. Les 2 témoins aussi. Veux-tu continuer à mentir? Marguerite est arrivée à mes côtés et la température dans la pièce semblait avoir chuté de 10 degrés.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, a-t-elle dit en s'adressant à la foule avec l'aisance d'une femme ayant passé des décennies dans les tribunaux, je m'appelle Marguerite. Je suis avocate spécialisée en droit des successions et Éléonore de Marceau était l'une de mes plus chères amies. Mon père semblait vouloir s'enfuir, mais il était piégé, entouré de ses collègues, de ses clients, de tous ceux dont il avait passé des décennies à cultiver l'estime. Éléonore m'a appelé 3 jours avant de mourir, la voix de Marguerite était stable. Depuis les soins palliatifs. Elle était fatiguée et souffrait, mais son esprit était vif. Elle a dit, Marguerite, mon fils va essayer de voler l'héritage de Clémence. J'ai laissé des preuves. Assure-toi qu'elles soient trouvées. Valérie a laissé échapper un son étranglé. Arthur était devenu livide. Éléonore a aussi laissé une disposition, a continué Marguerite, si Bertrand violait ses devoirs d'exécuteur, ce qu'il a fait en soumettant un testament périmé et en effectuant des retraits non autorisés, son statut d'exécuteur serait automatiquement révoqué. Clémence devient l'administratrice légitime de la succession. Ce n'est pas légal, a commencé mon père. Ça l'est, la voix du juge Morin a coupé le bruit. Il s'était levé de sa table, le visage sévère. Bertrand, si ce que ces femmes disent est exact, vous faites face à une fraude testamentaire. C'est un délit grave. La salle a explosé de chuchotements. Je me tenais là, tenant les documents qui prouvaient tout, regardant le monde de mon père s'effondrer au ralenti. Je ne suis pas venue ici pour te faire arrêter papa. Ma voix était basse mais elle portait. Je suis venue ici pour récupérer ce qui est à moi. Transfère le fonds fiduciaire, transfère l'acte de propriété, rembourse ce que tu as pris, et nous pourrons régler cela sans procureur. Et s'il refuse, a demandé quelqu'un. Marguerite a souri sans chaleur. Alors nous déposons plainte lundi matin. Ton choix Bertrand. Je n'avais jamais vu mon père paraître si petit auparavant. Il avait toujours été imposant dans mon esprit. Le patriarche puissant, l'homme d'affaires prospère, l'homme dont je ne pouvais jamais tout à fait gagner l'approbation. Mais debout là dans sa cravate Hermès et sa Rolex, entouré de gens qui le regardaient avec des yeux nouveaux, il semblait se rétrécir. C'est un piège, a-t-il sifflé, vous avez planifié ça. Je n'ai rien planifié. J'ai gardé ma voix calme. Tu as livré l'enveloppe toi-même papa, le jour de mon anniversaire. Tu m'as dit que grand-mère était morte déçue par moi. J'ai laissé ces mots planer. Elle n'était pas déçue. Elle s'inquiétait de ce que tu ferais. Bertrand, Valérie lui a saisi le bras, nous devons partir, nous devons appeler notre avocat. La fête est finie, a murmuré quelqu'un se dirigeant déjà vers la sortie. Mon père a bondi vers moi, pas physiquement, mais avec les mots, la seule arme qui lui restait. Espèce d'ingrate, de vaurienne, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait pour moi, je suis restée ferme, tu m'as ignoré pendant 30 ans. Tu as volé mon héritage. Tu m'as dit que ma grand-mère était morte honteuse de moi. J'ai marqué une pause. Tu as eu 5 ans pour bien faire les choses. 5 ans. Tu as choisi ceci. Son visage s'est contracté. Tu le regretteras. Non. J'ai remis le dossier à Marguerite. Tu as eu des choix à chaque étape. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de voler. Tu as choisi de me faire croire que je ne valais rien. J'ai pris une respiration. C'était tes choix papa, pas les miens. La salle s'était presque vidée maintenant. Quelques personnes s'attardaient. Le juge Morin, la notaire, les témoins, des gens qui se souviendraient de ce qui s'était passé ici. Mon père me regardait comme s'il voyait une étrangère. Peut-être que j'en étais une. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vue du tout. Les gens m'ont demandé ce que j'avais ressenti après. Était-ce une victoire, une vengeance, une satisfaction? Honnêtement, c'était de l'épuisement. Le genre de fatigue qui vient après avoir retenu son souffle pendant des années et de pouvoir enfin, expirer. Je n'avais pas envie de célébrer. J'avais envie de dormir pendant une semaine. Si vous regardez encore, si une partie de cette histoire vous a fait penser à votre propre famille, à vos propres limites, aux choses que vous avez acceptées alors que vous n'auriez peut-être pas dû, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que votre histoire n'est pas finie.
Un j'aime ou un partage signifie plus que vous ne le pensez. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Les retombées ont été rapides. Dans les 2 semaines suivant cette fête d'anniversaire, mon père a fait l'objet d'une enquête officielle pour fraude. Son avocat, un homme différent de celui qui avait lu le faux testament 5 ans auparavant, a contacté Marguerite avec une offre. Bertrand transférerait immédiatement le solde restant du fonds fiduciaire, environ 1,5 million d'euros. Il signerait l'acte de propriété de la maison en Normandie. Il paierait une restitution de 350 000 euros pour couvrir ce qu'il avait déjà retiré plus les intérêts, et il renoncerait formellement à son statut d'exécuteur. En échange, j'acceptais de ne pas engager de poursuite pénale. Certaines personnes ont pensé que j'étais trop clémente. Peut-être l'ai-je été. Mais voir mon père aller en prison n'allait pas ramener les années que j'avais passées à croire que ma grand-mère me détestait. Cela n'allait pas réparer les dommages faits à mon estime de soi. Et honnêtement, je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste ce qui était à moi. Les conséquences ont quand même rayonné. Arthur a dû contracter des prêts pour terminer son dernier semestre. Mon père ne pouvait plus l'aider. L'accord avait vidé ses comptes et sa réputation était en lambeaux. 3 partenaires d'affaires se sont retirés des projets avec de Marceau Immobilier en 1 mois. S'il trompe sa propre fille, ai-je entendu l'un d'eux dire à un autre, qui d'autre trompe-t-il? Valérie a demandé le divorce 4 mois plus tard. J'ai entendu dire qu'elle avait pris la moitié de tout ce qui lui restait. Et moi? J'ai reçu un chèque certifié. J'ai eu les clés d'une maison en Normandie. J'ai eu une lettre de ma grand-mère que je lis chaque matin, me rappelant que j'étais aimée, que j'avais toujours été aimée par la personne qui comptait le plus. Ce n'était pas un conte de fées, mais c'était mon histoire. 6 mois après la fête, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Clémence, c'est Arthur. Est-ce qu'on peut parler? J'ai failli le supprimer. Failli bloquer le numéro. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être était-ce de la curiosité. Peut-être était-ce de savoir qu'Arthur n'était qu'un enfant quand nos parents avaient commencé à façonner ce qu'il deviendrait, tout comme moi. Nous nous sommes retrouvés dans un café en centre-ville, en terrain neutre. Il avait l'air différent, fatigué. L'assurance facile avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. L'incertitude. Je ne savais pas, furent ses premiers mots. Je sais que tu ne me croiras probablement pas, mais je ne savais pas que l'argent était à toi. Papa disait que ça venait de grand-mère, de la famille. Je n'ai jamais demandé d'où ça venait réellement. Tu n'as jamais demandé non plus pourquoi je n'avais rien eu. Il a tressailli. Non, je n'ai pas demandé. J'ai juste accepté ce qu'on me disait. Nous sommes restés assis en silence un moment. Je ne te demande pas d'argent, a-t-il dit. Je ne te demande pas pardon. J'ai juste besoin que tu saches que je suis désolée d'avoir pris ce qui n'était pas à moi, de n'avoir jamais remis en question pourquoi tu étais traité différemment. Il a regardé son café. J'ai pris des prêts. Je paie mes études moi-même maintenant. C'est dur, honnêtement, mais c'est juste. J'ai observé mon demi-frère, 24 ans, presque au bout de son diplôme. Apprenant enfin ce que c'était que de lutter. Je ne vais pas prétendre que tout va bien, ai-je dit. Nous avons été élevés dans la même maison et tu as tout eu pendant que je n'avais rien. Cela ne disparaît pas juste parce que tu es désolé. Je sais, a-t-il répondu. J'ai pris une inspiration. Tu n'es pas lui, Arthur. Tu n'as pas à l'être. Si tu veux vraiment que les choses soient différentes, prouve-le avec le temps. C'est la seule façon que ça marche. Il a hoché la tête lentement. Je peux faire ça. Peut-être qu'il le pourrait. Peut-être pas. Mais au moins, il était prêt à essayer. J'ai gardé mon travail. Beaucoup de gens pensaient que j'étais folle. Tu es millionnaire maintenant, me disait mon amie Sarah, pourquoi enseignes-tu encore? Mais c'est ça le truc avec l'argent. Il ne peut pas acheter ce que j'aime le plus dans ma vie. Le moment où un enfant arrive enfin à déchiffrer un mot difficile. La lueur dans leurs yeux quand un problème de maths prend soudainement tout son sens. Les dessins qu'ils font pour moi et que je garde dans un dossier chez moi.
Des années et des années de bonhomme bâton et de cœur pour la meilleure maîtresse. Ma grand-mère comprenait cela. Elle m'avait laissé l'argent parce qu'elle voulait que j'aie le choix, pas parce qu'elle pensait que je faisais les mauvais choix. Alors je suis restée. J'enseigne dans la même école, aux mêmes enfants qui ont besoin de quelqu'un qui croit en eux. Mais maintenant, je le fais sans le stress constant de vivre de salaire en salaire. Je le fais en sachant que si je veux prendre un été pour voyager ou si j'ai besoin de temps pour ma santé, je le peux. J'ai utilisé une partie du fonds pour créer une bourse, la bourse Éléonore de Marceau pour l'éducation. Chaque année, elle aide 3 enfants de mon secteur à financer leurs études supérieures. Des enfants qui me rappellent qui j'étais. Des enfants dont les familles leur disent qu'ils ne seront jamais rien. La maison en Normandie, je l'ai gardée. J'y vais chaque été maintenant et certains week-ends quand j'ai besoin de me rappeler ce que cela faisait d'être aimé inconditionnellement. Je m'assois sur le porche où grand-mère m'a appris à lire et je lui parle parfois, à voix haute, juste pour la tenir au courant de ma vie. J'ai mis sa photo sur mon bureau chez moi, juste à côté de la lettre qu'elle m'a laissée. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je porte cela en moi chaque jour. Je ne parle plus à mon père. Après l'accord, il a envoyé un seul message, par son avocat bien sûr. Il disait que j'avais déchiré la famille et qu'il espérait que j'étais satisfaite de la destruction que j'avais causée. Je n'ai pas répondu. Voici ce que je sais de sa vie maintenant, surtout par Arthur. L'entreprise a survécu, mais de justesse. Il a dû vendre la grande villa et emménager dans un appartement. Ses abonnements au club de golf ont expiré. Les invitations aux galas et aux tournois ont cessé de venir. Personne ne veut être associé à un homme qui a volé sa propre fille. Valérie s'est remariée moins d'1 an après le divorce. Un promoteur immobilier, je crois. J'ai entendu dire qu'elle était heureuse. Je ne m'en soucie pas vraiment. Et Bertrand, il est toujours vivant, travaille toujours, et je suis sûre qu'il se dit toujours qu'il n'a rien fait de mal et que sa fille est la méchante de l'histoire. Avant, je voulais qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait, ce qu'il avait pris, qu'il avait essayé de me faire croire que j'étais. Mais j'ai appris quelque chose cette année. Certaines personnes ne s'excusent jamais. Elles ne le peuvent pas. Admettre leur faute reviendrait à admettre que toute leur vision du monde est fausse. Et elles préféreraient tout brûler plutôt que de faire cela. Alors j'ai arrêté d'attendre. Je ne lui souhaite pas de mal. Je ne lui souhaite pas de bien non plus. Il ne fait juste plus partie de mon histoire. Un personnage qui a eu ses scènes et qui est sorti. L'énergie que j'utilisais autrefois à espérer qu'il change, je l'utilise maintenant pour les gens qui le méritent vraiment. C'est ce que sont les limites, je l'ai appris. Pas des murs, pas une punition, juste une ligne claire entre ce qui est à vous et ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et enfin, savoir de quel côté vous vous tenez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous laisser avec quelque chose que j'ai apprise. Premièrement, les gens qui vous aiment le plus vous protégeront parfois de manière que vous ne pouvez pas voir. Ma grand-mère a passé des années à se préparer pour le jour où j'aurais besoin de connaître la vérité. Elle ne me l'a pas dit de son vivant parce qu'elle savait que je n'étais pas prête. Elle m'a fait confiance pour trouver ma force, puis elle s'est assurée que j'aurais les outils pour l'utiliser. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui croit en vous, même quand vous ne pouvez pas croire en vous-même, accrochez-vous à cela. Même s'ils sont partis, leur foi en vous survit. Deuxièmement, le silence n'est pas toujours une faiblesse. Pendant des années, j'ai pensé que mon incapacité à tenir tête à mon père signifiait que j'étais une lâche. Mais parfois, le silence, c'est juste attendre, rassembler ses forces, collecter des preuves, apprendre la forme du champ de bataille avant d'y mettre les pieds. Quand j'ai enfin parlé, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et mon père, qui avait pris mon silence pour de la soumission, n'a rien vu venir. Troisièmement, et c'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des années, vous ne devez pas le pardon aux gens qui ne l'ont jamais demandé. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles ne sont pas cruelles. Elles sont juste de la clarté. C'est ici que je m'arrête et que vous commencez. C'est ce que j'accepterai et ce que je n'accepterai pas. Savoir cela, ce n'est pas trahir votre famille, c'est vous honorer vous-même. Ma grand-mère signait sa dernière lettre de la même façon qu'elle signait chaque lettre qu'elle m'avait envoyée.
Tout mon amour, toujours. Pendant 30 ans, j'ai douté de ces mots. J'ai pensé que l'amour venait peut-être avec des conditions que je n'avais pas réussi à remplir. Maintenant, je sais. Son amour n'a jamais été conditionnel. Les seules personnes qui m'ont fait croire le contraire étaient celles qui m'avaient volé. C'est mon histoire. Une clé dans une enveloppe. Une lettre dans un coffre. Une vérité qui ne pouvait pas rester enterrée. Cette histoire est un rappel puissant que la valeur d'une personne ne se mesure pas au montant de son salaire ou au titre prestigieux, mais à la force de son caractère et à sa capacité à rester fidèle à ses principes malgré l'adversité. Le comportement de Bertrand est typique de ces personnalités narcissiques qui confondent le succès financier avec la supériorité morale, écrasant les autres pour nourrir leur propre ego. Heureusement, la prévoyance de la grand-mère Éléonore montre que l'amour véritable est patient et stratégique. Elle a su protéger Clémence en attendant qu'elle soit prête à affronter la réalité. C'est une belle leçon sur la patience, les limites personnelles et la justice qui finit par arriver, même après des années de silence. On voit trop souvent des familles se déchirer pour de l'argent, mais ici, c'est la quête de vérité et de respect qui prime. Clémence a su transformer sa souffrance en une force tranquille pour aider les autres à son tour. Et vous, que auriez-vous fait à sa